Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Hors-série paranormale, le mystère des sœurs Fox, une enquête d'Axel Vigneux. Le vent mugit dans la charpente, la grêle frappe le carreau. Cette nuit de tempête du printemps 1848, Kate et Maggie Fox, 14 et 11 ans, ne sont pas très rassurées. Les deux sœurs viennent d'emménager dans leur nouvelle chambre dans la petite maison délabrée que leur famille a acquise à Idosville, un patelin paumé de la région des Grands Lacs américains. La pièce sent l'humidité et la moisissure. La fenêtre a du mal à fermer. Mais ce qui les inquiète le plus, ce sont les bruits nocturnes de cette demeure étrange. Un concert continu d'huisseries en branle, de planchers qui craquent, de portes qui tremblent. Comment fermer l'œil dans ces conditions ? Réfugiées sous la même couverture, les deux jeunes sœurs tressautent à chaque nouveau grincement suspect. Quand soudain, des coups sourds résonnent juste au-dessus de leur tête. Maggie et Kate se figent. Il n'y a rien, ni personne là-haut. Juste le grenier poussiéreux peuplé d'araignées et de courants d'air. Mais les coups continuent. Effrayées, les deux sœurs chuchotent entre elles. Et si c'était le fantôme ? Au village, on raconte que la maison est hantée. C'est pour ça que personne n'en voulait et qu'elle est restée inoccupée si longtemps. Élevées dans la tradition méthodiste, bien sages et pieuses comme il faut, Kate et Maggie ont d'abord dénigré ces racontards. Mais désormais, elles ne sont plus sûres de rien. Et si la rumeur disait vrai ? Le lendemain, la rassurante lumière du jour revenue, les deux gamines s'empressent d'aller tout raconter à leur mère, les coups au grenier et leur terreur au cœur de la nuit. La brave femme, loin de les gronder, se signe aussitôt et court chercher son chapelet. Puis faisant cliqueter les petites billes comme autant de prières, elle les interroge longuement. Vous avez entendu aussi des pas ? D'où venaient les coups exactement ? Non, c'était pas des pas, mais des coups sourds, comme si quelqu'un tapait avec son pied ou son poing. Ça venait du grenier, tu sais, juste au-dessus de la chambre. On a eu vraiment très peur. Leur mère les écoute avec beaucoup d'attention. Visiblement, elles ne sont pas les seules que le phénomène inquiète. Les nuits suivantes, à plusieurs reprises, les coups dans les cloisons reprennent de plus belle. En silence, les deux sœurs font monter leur maman, qui ne tarde pas à être témoin du phénomène. Oh mon Dieu, je les entends aussi. Et s'il y avait quelqu'un dans le grenier ? Fusil en main, le père va voir au grenier. Rien. Elles n'ont pourtant pas rêvé. Le mystère dure ainsi plusieurs semaines, jusqu'au matin où Kate et Maggie redescendent affirmatives à la table du petit déjeuner. Aucun doute, il s'agit bien du fameux fantôme. Comment le savent-elles ? Eh bien, elles lui ont tout simplement posé la question et se lancent dans une explication rationnelle devant leur mère, à la fois inquiète et fascinée. En fait, c'est simple, il suffit juste de lui poser une question. Quand on lui a dit « Es-tu le fantôme ?», il a répondu par un boum. Ensuite, on lui a demandé « Habites-tu cette maison ?» Et hop, un nouveau boum. Quand il tape une fois, ça veut dire oui. Le soir même, elles retentent l'expérience en présence de leur mère. « Fantôme, tu es là ? T'entends, ça marche ?» Oui, vas-y, continue. Fantôme, on peut te poser des questions ? On te dérange pas au moins ? Quand il tape 2 fois, ça veut dire non. Main moite, pied moite, la mère des enfants ressort de l'expérience sidérée. Entre 2 imprécations aux traits puissants, la brave femme devient très vite accro à ces séances. Elle en parle à toutes ses copines. Et bientôt, toutes les commères du village rappliqueront pour assister au prodige, suivies de leur mari à qui on ne la fait pas. Arrivés sceptiques, ils repartent tremblants. Si ce fantôme a prouvé qu'il existe bel et bien, il n'en est pas moins bavard. Seule contrainte, il ne consent à s'exprimer qu'en présence des 2 jeunes sœurs. Ce sont elles qui créent la communication. Grâce à un habile stratagème, ton prénom commence-t-il par un A, par un B, par un C ? Kate et Maggie parviennent à apprendre l'essentiel sur l'esprit tapeur, sur la seule base d'un oui et d'un non. Il s'appelle Charles B. Rosma, colporteur assassiné autrefois sur ces mêmes terres. Les voisins le confirment. Ils ont retrouvé des ossements et des cheveux dans le terrain qu'occupe la famille Fox. Cette fois, c'est du sérieux et la presse s'en mêle.
Les différentes enquêtes sur ce Rosma ne donnent strictement rien. Mais tout le monde veut interviewer ces 2 gamines qui communiquent avec les morts. Les reporters se battent entre eux et sont même prêts à payer pour cela. C'est à ce moment que la grande sœur entre en scène. Léa, l'aînée de la fratrie qui en a marre de ses vieilles robes en mauvais chanvre qui grattent, voit dans cet engouement soudain le moyen d'améliorer son ordinaire. Elle prend tout de suite les choses en main, organise les interviews et fait monter les enchères. Comme l'intérêt ne faiblit pas, elle passe très vite à la vitesse supérieure et organise une petite conférence publique dans la ville voisine de Rochester. Une conférence payante, évidemment. Kate et Maggie font sensation sur l'estrade. C'est un véritable succès. Dès lors, la machine s'emballe. Après Rochester en 1849, les 2 petites médiums se produisent à New York en 1850. Et c'est un carton. Le tiroir-caisse tourne à plein régime. On parle d'elles dans tout le pays. Tout le gratin accourt alors pour les voir. Parmi les fans, on compte notamment Jane Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, et même Horace Greeley, candidat à la présidentielle. Dans la foulée, toute la famille Fox déménage à Rochester dans une maison beaucoup plus grande, beaucoup plus luxueuse et beaucoup moins branlante. Adieu Charles B. Rosma, mais bonjour le business rentable. Au rez-de-chaussée, Léa ouvre avec ses 2 sœurs un cabinet de consultation spiritualiste qu'elles appellent Fox & Fish, de son nouveau nom de femme mariée. Les clients affluent. Il faut dire que dans le secret de leur bureau, Kate et Maggie ne se contentent plus de raconter leur extraordinaire expérience. Elles enseignent carrément l'art de communiquer avec l'au-delà. En fait, ça marche avec tous les morts. Il suffit d'appeler le défunt de son choix et on peut commencer à converser avec lui. C'est aussi simple que ça. Après, tout est dans l'art d'imaginer les bonnes questions car il pourrait y répondre que par oui ou par non. La méthode déferle bientôt sur tous les États-Unis et traverse l'océan. Le spiritisme est né et devient un phénomène de masse. Et il n'y a pas que les idiots crédules pour s'y essayer. En Europe, un des plus farouches adeptes est un certain Victor Hugo. Réfugié sur l'île de Jersey, l'écrivain est alors en plein tourment, incapable de se remettre du décès de sa fille Léopoldine, morte noyée dans un accident de barque à l'âge de 19 ans. Une certaine Madame de Girondin, également poétesse à ses heures, lui parle de communiquer avec les morts. Veut-il tenter l'expérience ? Et comment ? En quelques semaines, Victor Hugo devient à son tour totalement accro à l'exercice. Les séances ont lieu chez lui, sous la direction de la poétesse. La méthode a changé. Ce ne sont plus les murs que l'on interroge, mais les fameux guéridons qui resteront ensuite associés à la pratique du spiritisme. On se place autour de la petite table ronde sur laquelle chacun met ses mains. Quand la concentration collective est suffisante, le phénomène se déclenche. La table se soulève. Et l'on peut alors poser les questions aux morts de son choix. La table répond en frappant le sol. Un coup oui, 2 coups non. Plus quelques variantes pour décliner les lettres de l'alphabet. Répétant l'opération plusieurs fois par semaine, l'auteur des Misérables va ainsi faire la conversation avec une brochette de défunts de premier ordre. Sa fille Léopoldine évidemment, mais aussi entre autres Jésus, Mahomet et Molière. Des clients à sa mesure. Victor Hugo signera à titre posthume le Livre des Tables, qui reprend l'intégralité de ses dialogues avec l'au-delà. Mais il ne sera pas le seul à réveiller nos plus illustres anciens, car au même moment, la pratique du spiritisme gagne toutes les grandes capitales du monde. Il n'y a plus un dîner mondain sans un petit guéridon dans un coin. De Madrid à Moscou, les ancêtres reprennent du service. Pendant ce temps, aux États-Unis, la famille Fox n'en finit plus de prospérer. Les années, puis les décennies passent. Terminées, les gamines tremblotantes sous leur couverture râpeuse. Kate et Maggie sont désormais des femmes dans la fleur de l'âge. Mais les contes de fées ont parfois des ratés. Grisées par les succès, les 2 sœurs ont pris l'habitude de forcer un peu sur le brandy, ce qui met hors d'elles leur grande sœur. Quand elles sont alcoolisées, elles racontent n'importe quoi aux clients et impossible de leur faire entendre raison. Les ex-petites-filles n'entendent plus qu'on leur fasse la morale. Elles font ce qu'elles veulent et disent ce qu'elles veulent. Et c'est ainsi que la catastrophe va arriver.
Le 21 octobre 1888, les deux sœurs prodiges, la cinquantaine désormais derrière elles, sont invitées à donner une énième conférence à l'Académie de musique de New York. Ce soir-là, après avoir vraisemblablement croisé une bouteille de brandy dans leur loge, elles s'égarent un peu trop. Beaucoup trop. Hilar, les médiums, lâchent le morceau devant le parterre médusé. Écoutez-nous, chers amis crédules. Il faut que vous le sachiez. Mais toute cette histoire, c'est de la fumisterie. Pendant toutes ces années, on vous a fait avaler n'importe quoi. Vous aviez tellement envie d'y croire que vous n'avez pas vu qu'on se moquait de vous. Oh, bien sûr, cette nuit-là, dans notre chambre d'enfant, on a bien entendu des bruits bizarres et effrayants. Mais après, on a tout mis en scène. Et quand on a vu que notre mère mordait à l'hameçon, ça nous a tellement amusés qu'on a décidé de lui faire une petite blague. Quelques jours plus tard, on a monté un stratagème pour lui faire vivre le grand frisson. Un fil discret, une pomme attachée derrière la porte et le tour était joué. Il suffisait de tirer discrètement sur la ficelle pour que la pomme rebondisse et produise un bruit sourd. Pom! Pom! Ça a tellement bien marché qu'ensuite on s'est dit « On va pas en rester là !» Et on a continué. Ah, on peut dire qu'on s'est bien amusé. Tout était bidon. Un coup oui, deux coups non, Charles B. Rosma, les séances avec la moitié du village, du théâtre. Et pour montrer tous les ressorts de leur fumisterie, les voilà qui se lancent dans un exposé listant leurs méthodes pour déclencher un bruit suspect. Des coups de talon enclenchés par un claquement d'orteils pas si simple à faire. C'est un véritable tollé, un scandale. Dès le lendemain, ces aveux sont relayés dans toute la presse américaine. De célébrités qu'on s'arrache, Kate et Maggie deviennent des parias. Voilà 40 ans qu'elles se foutent de la gueule du monde. Partout, on ne rêve plus que de leur cracher au visage. On les traite de tous les noms, on les conchit. Leur cabinet fermé et leur belle maison de Rochester vendue, les deux sœurs Fox mourront 4 ans plus tard dans le plus grand dénuement, ne laissant pour héritage que la rage de leur sœur aînée Léa, vivante, mais plus en colère que le plus fâché des spectres. En réalité, les deux menteuses auront laissé beaucoup plus que ça. Car le plus incroyable dans cette histoire, c'est que même la supercherie révélée, leur art de converser avec les morts allait leur survivre. Aujourd'hui encore, on pratique le spiritisme partout sur la planète et on y croit. Les adeptes jurent que la méthode fonctionne et tout le monde a oublié que tout cela est parti d'une géniale mais machiavélique mise en scène. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.